Alors, vous m'avez mis la pression parce que vous m'avez applaudi avant que je dise quoi que ce soit. Et aussi, je voudrais vous remercier. Il est 7h30, vous avez une grosse journée et vous êtes encore là. Je me disais que j'allais être tout seul et quand j'aurais fini de parler, j'aurais fermé la porte. Et puis, mais non. Mais je vois que vous êtes encore très présent et je vous en remercie. Je vous en remercie d'autant plus que le topo que je vais vous faire, il n'est pas si simple que ça. Parce que c'est résumé en 10 minutes, 60 pages, avec 37 tableaux. Alors je vous rassure, je ne vais pas le faire en 10 minutes, mais j'espère au moins vous donner l'idée d'aller chercher ce document qui est disponible dans Europes, qui, je vous le rappelle, est depuis le 1er janvier 2023 en accès libre, en open access. Donc il n'y a plus besoin maintenant d'être abonné. Vous l'avez automatiquement en open access. Et le responsable de ça, j'assume, c'est moi, parce que je trouvais que c'était mieux. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, hormis qu'à l'époque de la publication de ce papier, j'étais le président d'IRA, comme vous l'avez dit. Alors, c'est un document extrêmement important. Le dernier document daté de 2014 et vu les évolutions dans le domaine génétique, aussi bien au niveau du diagnostic que de la stratification du risque et du pronostic, il nous avait semblé important de refaire un consensus. Alors ce ne sont pas des recommandations comme l'ESC, vous verrez, c'est toujours un petit peu compliqué et on n'a pas le droit d'utiliser des tableaux avec des couleurs. Et ensuite, on a décidé de le faire de manière globale, c'est-à-dire avec nos amis américains, nos amis latino-américains et nos amis de l'Asie-Pacifique. Et donc c'était Arthur Wilde, que vous connaissez, qui est un des spécialistes mondiaux de ce sujet. Alors, quand vous lisez ce papier, vous verrez les petits cœurs. Alors, c'est simple, il y a des petits cœurs verts, des petits cœurs orange, jaunes et des petits cœurs rouges. Et en fait, quand vous avez un petit cœur vert, c'est qu'il faut le faire. Quand c'est orange, c'est qu'on peut le faire. Et quand c'est rouge, c'est qu'il ne faut pas le faire. Alors, ce qui a été mis dans ce très beau document, c'est de rappeler les principes du test génétique. Et il y a toute une première partie qui vous explique les différents tests. Alors, pour nous, on peut les lire, mais pour les plus jeunes que je vois au fond, il faut absolument que vous les lisiez. Parce que de toute façon, la génétique, vous n'allez pas y échapper. Nous, on y a échappé un tout petit peu, mais vous n'y échapperez pas parce que vous aurez dans toutes les prises en charge, en cardiologie, que ce soit les cardiomyopathies, les troubles du rythme, eh bien, il faudra que vous compreniez ce qu'il y a sur le rapport de génétique. Et puis, ça a été un peu un état de l'art des tests génétiques pour différentes pathologies. Alors on va bien sûr regarder tous les syndromes arythmogènes héréditaires, les cardiomyopathies, mais il y a aussi sur les pathologies congénitales, alors là c'est pas du tout mon domaine, j'en parlerai pas, mais vous avez aussi quelques lignes sur les coronaropathies et l'insuffisance cardiaque. Alors la première, c'est que quand vous avez un patient qui a une potentielle maladie cardiogénétique, il ne faut pas systématiquement se lancer dans une batterie de tests génétiques, parce que c'est long, ça coûte cher. Et dans ces cas-là, quand vous n'avez pas de certitude ou de très forte présomption clinique qu'il faut chercher une maladie génétique, eh bien là, il faut avoir un généticien à côté de chez soi, qui n'est pas toujours très simple, parce qu'ils sont souvent débordés. Mais le but aussi, c'est pas de génétique à tout le monde. C'est pas parce que si tout à l'heure je fais, après le repas, une syncope vagale, par exemple, qu'il faudra me faire un test génétique. Ça ne servira à rien. Il y aura d'autres causes que le... Voilà. Ensuite, la seconde recommandation c'est que chez les patients qui ont un phénotype clair, eh bien là, il faut faire un test génétique et il faut chercher les gènes qui sont les plus probablement responsables. Et puis vous avez ce petit tableau que j'aime beaucoup qui vous montre toutes les pathologies avec trois colonnes, diagnostic, pronostic et thérapeutique. Et vous voyez qu'en fonction des pathologies rythmiques, eh bien l'analyse génétique va vous apporter des éléments qui sont différents. Vous voyez que les 3 croix, c'est recommandé ou c'est indiqué. Les 2 croix, c'est peut-être recommandé. Une croix, c'est pourrait être recommandé. Bon, en français, can aimer, on n'arrive pas à les traduire différemment. Et puis le moins, c'est qu'il ne faut pas le faire et que ce n'est vraiment pas utile. Et vous voyez qu'il y a des pathologies, et Sonia nous a présenté un cas de QT-long, où là, vous avez 3 croix partout. C'est-à-dire qu'un QT-long, il faut absolument faire une analyse génétique, parce que ça va pouvoir vous permettre
de déterminer le type de QT long, mais aussi avoir un aspect pronostic et thérapeutique. Pour les tachycardies catécholergiques, là, c'est un impact diagnostique important, mais vous voyez que sur le pronostic ou sur la thérapeutique, ça n'a pas d'assez. Vous voyez que le Brugada, dont on parle beaucoup, mais il n'a qu'une croix à chaque fois, hein, c'est pas du tout comme le QT long. Et puis quand on regarde les cardiomyopathies, eh bien, il y avait les cardiomyopathies hypertrophiques dont on a parlé, mais aussi les cardiomyopathies dilatées, vous voyez, elles ont 2 à 3 croix. Donc en fonction de la pathologie, eh bien, il va falloir s'attacher à éventuellement faire un test génétique. Alors, vous avez vu cette diapositive, le QT long, on en a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez un patient qui a un QT long. Vous savez qu'il y a plusieurs types de QT long. Il y en a jusqu'à 7 types. Et puis, en fait, en fonction du type de QT long, alors, je crois que j'avais remis aussi le score de Schwartz. Vous voyez, c'est très, très simple. Hein. C'est des choses vraiment très simples. Syncope, pas de syncope, la durée du QT. Vous faites un score et vous voyez que quand vous avez plus de 3,5, vous avez une haute probabilité donc d'avoir un QT. Et quand on regarde maintenant, vous voyez que quand vous avez des LQT1 et LQT2, bah c'est les gènes qu'il faut chercher, c'est essentiellement les gènes KCNQ1 et KCNH2. Les gènes de la calmoduline aussi peuvent être présents environ dans 20% des cas. Et puis aussi le N5N5A qu'on voit plutôt dans le Brugada, mais qui peut être aussi dans les cardiopathies hypertrophiques. Et puis si vous avez des syndromes très particuliers avec une surdité associée, bah là aussi ce sera les gènes du canot potassique. Donc vous voyez qu'en fonction des différentes présentations cliniques, bah, vous allez chercher différents gènes. Alors, ça peut avoir un exemple. Par exemple, si vous avez une mutation KCNQ1, ben, vous avez un haut risque durant l'activation sympathique. Hein, le malade qui va faire un effort et qui va faire donc, une syncope. Et tout ce qui va être anti-adrénergique va être efficace. Et chez ces patients-là, souvent, avec un bon traitement bêta-bloquant, ben, on sait qu'on a, s'il est bien pris, qu'on a peu de risque d'avoir une mort subite, avec notamment donc, les bêta-bloquants dont Sonia vous a parlé, et que c'est souvent assez rare dans ces mutations-là de devoir implanter un défibrillateur. Et puis on l'a dit, quand c'est un KCNQ2, bien, je ne savais pas ce que tu allais présenter, mais c'était exactement ça. Et le message qui est important et qui n'était pas toujours connu, c'est que la période de l'accouchement et juste après est quand même cruciale. Et de temps en temps, nous, on se bat un petit peu avec nos amis gynécologues, obstétriciens, parce qu'eux, ils veulent arrêter les bêta-bloquants, mais nous, on leur dit surtout pas. Donc je crois que c'est important, vous voyez, ça a des impacts thérapeutiques qui sont importants. Alors pour les tachycardies catécholergiques, eh bien, là aussi il y a des scores que je ne vais pas détailler pour de temps, mais vous voyez que là on cherche d'autres gènes, hein, c'est essentiellement le RIR2 qu'on cherche, mais aussi la calmoduline. Et vous voyez que par contre, ce qui est important aussi, c'est que quand on trouve un gène chez un patient qui a une TV catécholergique, eh bien il faut tester la famille et les apparentés. Et ça, faut penser vraiment à le faire. Et ça, c'est pas toujours fait. Il faut toujours, en tout cas, proposer à la famille de le faire. On ne peut pas obliger les gens à le faire, mais demander à la famille de contacter les apparentés pour proposer un test génétique. Le syndrome de Brugada, eh bien, là, c'est recommandé lorsque vous avez un type 1, avec toujours, je vous rappelle, des électrodes placées classiquement, mais aussi dans l'espace intercostal supérieur. Et vous voyez que là aussi, ils disent bien que lorsqu'on a une mutation chez un patient, ben, il faut penser au reste de la famille. Alors, un petit mot quand même, c'est vrai que c'est moins fréquent, on n'est pas dans les troubles du rythme ventriculaire, mais dans les troubles de conduction, il y a aussi des indications pour rechercher des tests génétiques, et notamment lorsque vous avez des patients qui ont des cardiopathies dilatées avec des troubles de conduction, il faut penser à l'aminopathie tout de suite, hein, parce qu'on sait que, surtout si ce sont des troubles de conduction qui apparaissent chez le jeune âge, et nous, on a repris des vieilles séries rétrospectives de patients qui avaient des BAV à l'âge de 35-37 ans, il y a très 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 longtemps, et qui étaient toujours vivants, et en fait, on les a recontactés pour refaire des tests génétiques, et on a trouvé des mutations, notamment des laminopathies. Bon, les cardiopathies, on en a parlé tout à l'heure. Les cardiopathies hypertrophiques, vous voyez que là, c'est vraiment obligé de rechercher des mutations qui sont notamment au niveau de la chaîne de la myosine. Et ce qui est important aussi, et là, j'ai insisté dessus avant que le micro se coupe, c'est qu'il faut en fait penser aussi aux enfants et on le conseille au-dessus de l'âge de 10-12 ans.
Donc quand vous avez des patients qui ont des cardiopathies hypertrophiques, qui ont des mutations, eh bien, on ne teste pas avant 10-12 ans, mais à partir de 12 ans, il faut le faire. Voilà, bah écoutez, c'était un petit exemple de ce document qui est très très riche, que je vous incite vraiment à lire. Alors, il n'est pas toujours facile à lire. Ne le prenez pas juste avant de vous endormir, sauf si peut-être parfois vous voulez vous endormir un petit peu plus vite. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de le lire, de le digérer tranquillement et surtout de l'appliquer en pratique. Je vous remercie.